Vous allez bien, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Vous allez voir avec une invitée de marque. Donc j'ai hâte de vous la présenter et que vous puissiez découvrir la thématique du jour qui va être hyper complète. Donc ça va vraiment être super. On attend quelques petites minutes que tout le monde se connecte. N'hésitez pas en attendant à vous présenter dans le chat, à nous dire quel est votre prénom, d'où vous venez, et peut-être aussi ce qui est toujours intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qui vous a fait vous inscrire à ce webinaire aujourd'hui, pourquoi le sujet vous intéresse particulièrement. C'est toujours intéressant de savoir. Et comme ça, bah voilà, on pourra aussi rebondir dessus. On garde un temps à la fin pour vos questions-réponses. Donc voilà, tout au long du webinaire, n'hésitez pas à nous poser vos petites questions. Moi, je suis là avec ma casquette de preneuse de questions. Je les note de côté, comme ça on y répond à la fin. Et puis voilà, je suis là pour être sûre que tout se passe bien. Bonjour à toutes et à tous, beaucoup de femmes encore aujourd'hui, je pense, notamment vu le sujet. Ravie de vous avoir parmi nous. Écoutez, on va démarrer tout bientôt. Je voulais juste vous rappeler donc que ce webinaire est enregistré. Donc si vous devez nous quitter pour X ou Y raison avant la fin, ne vous inquiétez pas, vous aurez le replay qui sera posté sur YouTube, sur le compte de Médoucine. Donc pas de souci là-dessus. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, si vous avez des questions tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Moi, je les note de côté et comme ça, on y répondra à la fin du webinaire avec Marie-Caroline. Voilà. Écoutez, aujourd'hui, ce webinaire est organisé donc par Médoucine avec Isupnat. Médoucine, on est un réseau de praticiens. Donc, on est un peu le Doctolib de la médecine douce, si vous voulez. Aujourd'hui, on référence plus de 2000 praticiens dans toute la France, dont on vérifie les diplômes, les formations, les recommandations. Comme ça, vous pouvez prendre rendez-vous avec les praticiens sur le site de Médoucine et vous êtes sûr que c'est des praticiens qui sont bien formés et de confiance. Voilà. Et puis, je voulais aussi vous faire le petit rappel habituel que je fais au début de tous les webinaires, si vous êtes coutumier du fait. Mais donc, tous les conseils qu'on va partager aujourd'hui avec Marie-Caroline sont des conseils qui sont à prendre en compte avec votre médecin traitant. Donc, avant d'appliquer quoi que ce soit qu'on va partager dans ce webinaire, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin traitant ou avec un médecin spécialisé. Voilà, c'est vraiment la synergie des pratiques complémentaires avec la médecine allopathique qui fait que vous êtes en bonne santé et plein bien-être. Voilà. Aujourd'hui, je vous le disais, on est sur ce webinaire avec Marie-Caroline, donc qui vient de l'école de naturopathie ISUPNAT. Donc Marie-Caroline, tu es la directrice de ISUPNAT et je suis ravie de t'avoir à mes côtés sur ce webinaire. Peut-être si tu peux en dire un peu plus sur toi et sur ISUPNAT. Oui, merci Clara. Merci Clara pour l'invitation. Merci Déjà. à vous. Alors, je suis biologiste. Ma formation initiale, c'est une formation de biologiste. Je suis naturopathe. J'ai été formée il y a maintenant 20 ans par l'Institut Alain Rousseau et j'enseigne au sein d'ISUPNAT depuis maintenant 15 ans. Et aujourd'hui, je suis la directrice d'ISUPNAT. Voilà, donc ISUPNAT, c'est aujourd'hui la plus vieille école, enfin, ça fait partie des plus vieilles écoles de naturopathie en France, hein, avec tout cet héritage d'Alain Rousseau, hein, qui est quand même un des pionniers avec Marchesso, un des pionniers avec Marchesso de la naturopathie en France. Et voilà, et donc ISUPNAT est une école solide qui forme des naturopathes bien formés, avec une formation qui est très complète, qui prend en compte vraiment tous les aspects de la naturopathie, et surtout qui aujourd'hui propose un bachelor en naturopathie, qui est un bachelor européen, qui est reconnu par la FEDE, hein, qui est une des grosses fédérations internationales européennes de validation externe des diplômes. Et voilà, je crois que j'ai tout dit sur moi et Chouette. sur l'école, en tout cas l'essentiel pour que voilà, pour que vous ayez envie d'aller en savoir plus. Trop bien. Ravie de t'avoir sur ce webinaire. Et effectivement, ESUPNAT, c'est une des grandes écoles qu'on adore référencer chez Médecine parce qu'on est sûr que c'est vraiment des praticiens qui sont bien formés et nous, ça nous tient vraiment à cœur. Trop chouette. Voilà. Écoute, bah, peut-être qu'on peut démarrer avec le webinaire. Oui, tout à fait. Allez, Alors, c'est parti. N'hésitez voilà. pas, du coup, en attendant, à poser vos petites questions dans le chat. Et puis, bah voilà, je vous rappelle que tout est enregistré au cas où. Voilà, parfait. Oui, pas de stress, hein.
Alors, je vais juste effectivement insister sur ce que tu as dit parce que c'est peut-être important que je le rappelle dans le cadre de ce que je vais vous expliquer. Donc effectivement, les conseils que je vais donner sont des conseils qui sont très généraux. Moi, je ne sais pas à côté les pathologies que vous pouvez avoir, les médicaments que vous pouvez prendre qui peuvent influencer, aussi moduler les symptômes que vous avez. Et donc effectivement, tout est à revoir avec votre médecin généraliste ou éventuellement aussi avec un naturopathe qui vous guidera de façon plus précise par rapport à votre cas à vous. Et vous comprendrez tout l'intérêt justement d'en référer à votre naturopathe ou à un naturopathe et à votre médecin généraliste pour faire quelque chose qui vous est adapté. Mais vous allez vite comprendre dans tout ce que je vais expliquer le pourquoi. Voilà. Donc je me suis présentée, déjà, donc je vais le passer, et la conférence d'aujourd'hui, c'est la naturopathie au service de la féminité. Je sais que c'est un sujet voilà, qui vous plaît énormément, où vous êtes toujours très nombreuses à vous inscrire, parce qu'effectivement, eh bien, c'est souvent un thème, globalement, hein, la féminité et tous les troubles de la féminité, c'est un peu le parent pauvre de la médecine, c'est-à-dire que c'est des symptômes que les femmes ressentent et on estime voilà, que c'est normal, que ça fait partie de ce par quoi ce que femme doit subir ou traverser, mais pas du tout. Vous verrez avec la naturopathie que c'est pas du tout une fatalité et que la naturopathie vraiment peut aider la femme dans sa féminité, dans son épanouissement et dans l'ensemble des désagréments qu'elle peut ressentir au cours de son cycle. Pour ça, je vais d'abord traiter enfin, vous expliquer hein, ce qu'est la naturopathie au féminin, qu'est-ce qu'on entend par là. On va définir la naturopathie, la santé aussi, pour bien comprendre où on va, les particularités du cycle féminin, et puis l'impact de notre environnement sur ce cycle. Parce que c'est à partir de ces connaissances-là que vous allez comprendre ce que vous pouvez mettre en place et pourquoi vous allez le mettre en place. À iSupnat, on tient vraiment beaucoup à ce que vous compreniez ce que vous faites et que vous ne fassiez pas les choses juste parce que vous les avez entendues et qu'on vous a dit de le faire. Et c'est de vous approprier les conseils pour qu'ils vous correspondent. Et une fois qu'on aura cet état voilà, des choses, qu'on aura décrit tout ça, eh bien on rentrera dans des choses plus précises et on ira voir plus spécifiquement dans les troubles féminins comme le syndrome prémenstruel, l'endométriose, et on abordera assez rapidement le syndrome des ovaires polykystiques. On verra en quoi la naturopathie peut venir vous aider et comment la naturopathie explique ces problématiques. Et puis on laissera un temps de questions-réponses et on vous présentera également les formations que l'on a qui vont vous permettre d'approfondir tous ces thèmes en fonction de ce qui vous a intéressé et interpellé. Alors on va commencer par la naturopathie au féminin et on va commencer par définir la naturopathie. La naturopathie, c'est un terme maintenant qu'on entend beaucoup et voilà, que tout le monde essaye un peu de s'approprier sans vraiment trop savoir ce qu'il y a derrière le terme de naturopathie. Donc la naturopathie, c'est un art de vivre au quotidien selon les lois de la nature. Ça veut dire selon les principes dictés par notre physiologie. Le naturopathe n'invente rien. Il ne fait que vous restituer finalement comment votre corps est fait, comment il doit fonctionner et comment il faut vivre pour respecter son fonctionnement. Et du coup, eh bien, le naturopathe est là pour vous guider. Voilà. Donc, si on résume ou si on le dit différemment, ce sont des méthodes, ou c'est un ensemble de méthodes qui rétablit et maintient la santé en éliminant la cause profonde, c'est-à-dire qu'on va chercher dans ce que vous faites ce qui ne correspond pas à notre physiologie et qui la fait dysfonctionner. Donc on va aller chercher la cause de vos dysfonctionnements et on va utiliser des moyens naturels, des agents ou des méthodes pour vous aider à retrouver cet équilibre. Donc le naturopathe a toujours comme objectif de rétablir votre équilibre. Il ne vous soigne pas, il ne vous donne pas de protocole, il ne fait pas disparaître vos symptômes en les étouffant ou en les masquant. Il cherche à comprendre et à rétablir votre équilibre. C'est vraiment ça, la naturopathie. Alors, pour vous accompagner, le naturopathe va faire un bilan de vitalité.
C'est comme ça qu'on appelle le premier entretien où on va observer votre corps, vous poser des questions sur vos antécédents personnels, familiaux. On fait un état des lieux actuel de votre situation, de vos manifestations, voilà, ce qui vient vous gêner, vous perturber, là où vous avez des points de douleur par exemple. Donc le naturopathe va analyser toutes ces informations, il va mener son enquête. On dit souvent que le naturopathe est un enquêteur de la santé. Il va enquêter et ensuite il va vous proposer, à l'issue de la synthèse qu'il aura fait de toutes ces informations, il va vous proposer des conseils en hygiène de vie qui vont être personnalisés. C'est-à-dire qui vont correspondre à exactement votre profil, ce que vous êtes, votre histoire, ce que vous avez aujourd'hui, et pour vous, dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour rétablir votre équilibre. Donc bien sûr, il va vous demander de changer des choses, de renoncer à certaines choses, mais il va vous demander aussi d'amener certaines choses que vous avez oubliées et qui sont importantes. Il va vous demander d'introduire certaines nouvelles habitudes positives de vie et toujours de façon personnalisée par rapport à votre situation. C'est ce qu'on appelle, on fait un bilan de vitalité et on propose des conseils d'hygiène de vie personnalisés qu'on appelle une cure, c'est-à-dire que ce sont des conseils qui forment un tout pris individuellement. Ils n'ont pas du tout le même sens ou la même puissance que si vous les appliquez tous en même temps. Et c'est pour ça que les naturopathes parlent de cures naturopathiques qui vous sont personnalisées. Alors, si on va regarder maintenant ce qu'est la santé, puisque le naturopathe cherche à vous rééquilibrer pour retrouver la santé. Alors, qu'est-ce que la santé? Ah, bon, je vois que j'ai fait un mauvais copier-coller. Ouais, je suis désolée, il y a eu un mauvais copier-coller. Donc, la définition de la santé par l'OMS, c'est le fait d'être dans un complet état de bien-être, sans aucun symptôme, aucune douleur, ni physique, ni psychologique. C'est comme ça que l'OMS définit la santé. D'accord? C'est comme étant un complet état de bien-être physique, social, psychologique, émotionnel. Il faut savoir aussi que la naturopathie est reconnue par l'OMS comme médecine traditionnelle au même titre que la médecine chinoise et l'Ayurveda. D'accord? Et il positionne la naturopathie comme étant des pratiques visant à rétablir la santé, c'est-à-dire à faire disparaître vos symptômes par des méthodes naturelles et par le rééquilibrage de votre corps. Alors, avant de mettre ça, on va peut-être... quand on comprend la définition de la santé et qu'on a compris ce qu'était la naturopathie, on comprend comment la naturopathie va pouvoir accompagner la femme dans ses symptômes, dans ses déséquilibres, ses inconforts qui sont liés à son cycle. Puisque à partir du moment où il y a des symptômes, de l'inconfort, des douleurs, c'est qu'il y a un déséquilibre. Ce n'est jamais normal d'avoir mal. D'accord? Si on a des douleurs, c'est qu'on n'est pas en pleine santé. Et qu'on peut chercher à rééquilibrer le corps pour faire spontanément disparaître ces douleurs ou ces symptômes. Et donc tous les troubles que la femme ressent tout au long de son cycle, eh bien, on peut par des principes d'hygiène de vie rétablir cet équilibre et vivre son cycle sans trouble, sans douleur, sans désagrément aucun. Voilà. Alors, bien sûr, là où la naturopathie va avoir ses limites, hein, bien sûr, c'est que on peut rééquilibrer quelque chose qui est déséquilibré. Par contre, si vous avez des lésions, on ne va pas pouvoir intervenir. Donc, à partir du moment où il y a des choses qui sont dans un état lésionnel, où les tissus sont abîmés, là, vous atteignez la limite de la naturopathie, puisque la lésion ne relève plus de la naturopathie, mais de l'allopathie. Dans ce cadre-là,
alors la naturopathie peut venir accompagner, aider, diminuer, améliorer la condition de la personne, mais on n'aura pas un aboutissement complet du rétablissement puisque vous avez un état lésionnel. Alors, si on regarde la particularité du cycle féminin, donc on comprend que une bonne partie des déséquilibres au niveau de la femme va se situer au niveau de la gestion de ses hormones. Ça peut venir d'une problématique de production, c'est-à-dire souvent on s'imagine qu'on produit trop d'hormones, on va produire trop d'œstrogènes, trop de progestérone ou pas assez, mais on verra aussi que c'est son élimination, la capacité qu'on a à éliminer ces hormones qui peut aussi générer un déséquilibre. Il y a d'un côté la production, de l'autre côté notre capacité à gérer l'élimination de ces hormones pour maintenir l'équilibre. On verra aussi que l'inflammation, qui parfois va nous être utile, qui a un but dans notre physiologie, l'inflammation, qui vise à stimuler la réparation de nos tissus, et bien dans le cadre de notre cycle, peut venir exacerber des symptômes. Donc on va aborder ces sujets et puis on verra aussi que notre immunité va beaucoup jouer sur les symptômes et tout au long de notre cycle. Voilà. Et quand on perd la régulation de la production, de l'élimination, de l'inflammation et de notre immunité, eh bien on verra que ça a un impact fort sur les pathologies classiques que l'on trouve chez la femme. Alors, au niveau des particularités du cycle, je ne vais pas hyper détailler le schéma du cycle féminin, c'est pas forcément le propos, mais je vais m'appuyer dessus pour vous expliquer certaines choses et l'influence. Donc on voit que tout au long déjà du mois, nous sommes soumis à des variations hormonales, et ceci tout au long de l'année. Et ça va influencer notre comportement en fonction des périodes du cycle. On n'a pas le même comportement avant l'ovulation qu'en fin de cycle. Par exemple, notre libido, c'est-à-dire notre réceptivité à notre compagnon, va augmenter avec l'augmentation des œstrogènes. Les œstrogènes, c'est pour la femme comme la testostérone pour l'homme. Les œstrogènes, c'est ce qui gère notre libido. Et on voit que ça prend du sens, les œstrogènes augmentent, on voit, c'est la courbe orange, les œstrogènes augmentent juste avant l'ovulation, et c'est d'ailleurs le niveau d'œstrogène qui permet de déclencher cette ovulation. Si on n'a pas assez d'œstrogène, eh bien on perd la capacité à se reproduire parce qu'on ne génère pas d'ovocytes, on ne produit pas un ovule et donc il ne peut pas y avoir fécondation. On observe aussi que pendant le cycle, la courbe des œstrogènes et de la progestérone évolue en fonction des besoins de notre corps. Par exemple, en début de cycle, eh bien, donc sur la première semaine, on voit que toutes les hormones sont relativement basses. C'est le moment de l'élimination de l'endomètre non utilisé du cycle précédent. C'est ce qu'on appelle les menstruations, c'est l'ensemble des saignements et des évacuations. Et ça doit durer quelques jours. Ça doit durer 3 à 5 jours avec, on va dire, un pic de saignement sur 2, maximum 3 jours. Déjà, quand on a des règles qui durent plus d'une semaine et qui sont abondantes, pour moi, ça fait partie des troubles du cycle. C'est pas normal de perdre autant de sang. Ça fait pas partie de la normalité. D'ailleurs, ça met énormément en carence de fer et de globules rouges et ça crée beaucoup de fatigue et ça impacte aussi beaucoup du coup notre psychisme puisqu'on a besoin de beaucoup de fer pour notre psychisme et quand on perd beaucoup de sang, ben, ça a aussi des impacts sur notre santé de façon globale. Donc normalement, nos menstruations doivent être courtes et pas trop abondantes. Pour vous donner un exemple, pour vous donner une idée, en théorie, si on avait un périnée bien solide, d'accord, bien musclé, eh bien on n'aurait quasiment pas besoin de serviettes hygiéniques ou de tampons. On serait capable de retenir notre flux et uniquement au moment où on va aux toilettes pour uriner, eh bien les muscles se relâchant, eh bien le sang va s'évacuer
en même temps que l'urine. Donc c'est pour vous dire que quand on a des flux abondants, ça c'est pas possible. On n'est donc pas dans une normalité physiologique. Et ça va faire partie de ce que j'appelle des déséquilibres de la physiologie qu'on peut résoudre avec la naturopathie. Donc voilà pour la première semaine. Ensuite, dans cette première partie de cycle, la deuxième semaine, on voit que les œstrogènes remontent et c'est les œstrogènes qui vont stimuler notre libido et notre ovulation. On sait aussi que nos comportements influent sur notre cycle et nos hormones et donc nos comportements peuvent aussi stimuler la production d'œstrogènes et favoriser l'ovulation. Donc en moyenne, l'ovulation se fait à J14, mais c'est une moyenne. Plus vos cycles sont longs, plus ça veut dire que votre ovulation va être tardive, parce qu'elle est vraiment dépendante de notre niveau d'œstrogène. Et si on a du mal, et on va voir dans quel cadre ça arrive, si on a vraiment du mal à produire des œstrogènes, eh bien ça va, la courbe va avoir du mal à monter et ça va retarder le moment de l'ovulation. Donc déjà, notre capacité à produire des œstrogènes va influer sur notre capacité reproductive. Et on trouve souvent dans les périodes de stress des problématiques de ce type. On va y revenir. Dans la deuxième partie du cycle, donc après l'ovulation, dans la semaine 3, le développement de l'endomètre se fait. Donc on voit que la progestérone augmente. La progestérone est vraiment l'hormone qui va permettre l'accueil de l'embryon et qui fait se développer notre endomètre, c'est-à-dire qui prépare notre utérus à recevoir un embryon si notre ovule est fécondé. Donc la progestérone est dominante. On a une remontée des œstrogènes également, puisqu'elle participe à la multiplication cellulaire pour favoriser l'endomètre. Donc on a beaucoup de progestérone et un peu d'œstrogène. Et ça, c'est la semaine 3. Et on voit dans la semaine 4 une chute des hormones. En fait, si à la fin de la semaine 3, il n'y a pas eu de fécondation et qu'il n'y a pas eu une nidation d'un embryon au niveau de l'endomètre, alors on a une chute progressive de nos hormones jusqu'à au J28 sur un cycle standard où les hormones sont complètement redescendues et ça déclenche eh bien, à nouveau les menstruations et on repart au début du cycle suivant. Ces hormones vont vraiment influer sur notre comportement, nous influencer, mais ce que nous vivons, nous, ça influence aussi notre cycle, c'est-à-dire ce que nous vivons dans notre environnement, que ce soit physiquement ou psycho-émotionnellement, eh bien ça va impacter notre cycle et on verra comment. Par exemple, le stress, qu'il soit psycho-émotionnel ou physique, on voit comme par exemple l'anorexie ou la pratique intensive du sport, ça diminue, voire ça stoppe notre capacité de reproduction. D'accord ? En fait, on va moins produire d'œstrogène et on va plus produire de testostérone pour faire face à l'adversité, d'accord, au stress physique ou psycho-émotionnel. Et du coup, on va soit retarder l'ovulation, et on va avoir des cycles très longs, parce qu'on va avoir beaucoup de mal à monter notre niveau d'œstrogène, soit il n'y a jamais assez d'œstrogène, parce que vraiment on n'en produit pas assez, et dans ce cas-là, il n'y a plus d'ovulation, et c'est là où les cycles s'arrêtent. Et ils reprendront, eh bien, quand on aura réglé la situation, et que notre cerveau estimera qu'on est à nouveau dans un cadre de confiance qui permet de pouvoir mener une grossesse tranquillement et de pouvoir s'occuper d'un bébé. Si notre cerveau nous dit qu'on est dans un état de stress, c'est vraiment pas le moment de tomber enceinte ni de s'occuper d'un bébé parce qu'on pourrait plus se défendre et on pourrait plus faire face à l'adversité. Donc vraiment, notre corps réagit à des choses qui sont complètement naturelles et logiques dans la façon dont on a été conçu et notre environnement primitif, on va dire. Hein. Voilà. Alors, du coup, on va voir un peu plus en détail l'impact de notre environnement et le lien, on va voir l'impact de notre environnement avec le lien du stress et de notre hypothalamus, on va en parler, la saturation de notre foie et le déséquilibre de notre intestin. Alors le lien du stress et de l'hypothalamus, eh bien comme je viens de vous expliquer, notre cerveau
va influer nos hormones. Et il influe nos hormones via l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est une zone dans notre cerveau qui est un peu la plaque tournante entre ce qu'on ressent, notre psycho-émotionnel, le stress, et comment, au niveau hormonal, ça va se passer dans notre corps. Donc ça influe sur les hormones de la reproduction, mais ça influe aussi sur les hormones de la surrénale, comme le cortisol, l'adrénaline ou les hormones thyroïdiennes pour gérer, augmenter ou baisser notre niveau d'activité. Est-ce qu'il faut que, au contraire, on fasse des économies d'énergie et ça va baisser notre niveau hormonal, ou est-ce qu'au contraire, ça va augmenter notre niveau hormonal thyroïdien, ou est-ce qu'au contraire, ça va l'abaisser ou l'augmenter en fonction de nos besoins. Voilà. Donc quand on est en stress, comme c'est analysé comme une situation qui pose problème pour la reproduction, eh bien on va baisser le niveau d'œstrogène et on va favoriser la testostérone. Et la testostérone, eh bien ça va créer un certain nombre de troubles aussi quand ils sont trop élevés chez la femme. Et on va retrouver par exemple de façon concomitante à des cycles longs ou à un arrêt des cycles, à une difficulté du coup de fertilité, on va aussi retrouver des symptômes comme de l'acné lié, de l'acné on va dire hormonale, hein, ou des poils qui vont pousser chez la femme, voilà, les poils inesthétiques sur le menton, c'est des choses qu'on voit quand il y a du stress, qu'il y a trop de testostérone, ça va stimuler tout ce qui est des poils au niveau de la zone entre guillemets de la barbe hein, chez l'homme, et ça va stimuler les glandes sébacées. Et pour peu qu'on soit encrassé, intoxiqué, eh bien ça va, en stimulant les glandes sébacées, favoriser le développement de boutons dans cette zone-là. Donc voilà comment le stress, via notre hypothalamus, va venir influencer notre capacité de reproduction et notre cycle. Ensuite, vous avez la saturation du foie. Notre foie, son rôle, c'est d'éliminer les hormones et c'est ce qui nous permet du coup de rester en équilibre. Alors, le foie est un organe qui, globalement dans notre organisme, fait énormément de choses. Il gère énormément de métabolismes différents, dont l'élimination des toxines et l'élimination donc des polluants, des toxiques, des toxines, hein, tout ça je le mets un peu dans le même sac. Et il gère aussi l'élimination des hormones, parce que les hormones on les produit à chaque instant, mais à chaque instant, hein, on va dire à chaque minute, on a peut-être besoin d'un équilibre différent, ou jour après jour, on a besoin d'un équilibre différent. Et ce qui permet que ce nouvel équilibre puisse être généré, il faut qu'on efface le tableau. Donc il faut qu'on élimine les hormones qui ont été produites la veille pour avoir le nouvel équilibre du jour, entre guillemets. Ça se passe pas jour par jour, mais plutôt minute par minute, mais c'est peut-être plus facile à visualiser comme ça. Et donc quand notre foie il est saturé, qu'il a tellement de dossiers à traiter, tellement de choses à faire, eh bien, il peut avoir des difficultés à éliminer nos hormones. Et donc, on se retrouve avec un équilibre hormonal qui n'est pas celui que notre corps a prévu. D'accord ? Et entre autres, ça se passe en particulier pour les œstrogènes, parce que les œstrogènes ont un gros traitement hépatique et qu'en plus on n'est pas tous égaux devant le traitement on n'est pas tous égales devant le traitement des œstrogènes. Il y a des particularités génétiques, il y a des voies, des façons d'éliminer les œstrogènes qui peuvent être différentes. Il y en a à peu près 3 des voies différentes et chacune on a un petit peu nos voies qui fonctionnent mieux que les autres. Et quand dans notre génétique eh bien, on a tendance à favoriser une voie qui ne fonctionne pas très bien, eh bien, on a plus de difficultés à éliminer les oestrogènes. Et donc, dès que notre foie a beaucoup de travail, on est plus impacté que d'autres femmes dont l'élimination à la base génétiquement fonctionne très bien. Donc ça, c'est pour expliquer pourquoi ben, vous pouvez avoir des comportements qui sont les mêmes que votre voisin ou de votre voisine, mais que vous ayez des gros symptômes alors que votre voisine, elle n'a pas de symptômes du tout. Parce que ben, ses capacités ne sont pas les mêmes que vous. D'accord. Et puis peut-être qu'elle dort mieux, peut-être qu'elle mange comme vous, mais peut-être qu'elle dort mieux. Ou peut-être que son intestin est en meilleur état. On va le voir, l'intestin, ça a aussi un impact.
Voilà. Donc, on n'est pas toutes égales sur notre capacité d'éliminer les hormones par le foie. Et puis, on n'a pas toutes non plus la même hygiène de vie, les mêmes problématiques, la même alimentation et la même capacité à éliminer, ne serait-ce que par la qualité aussi de notre sommeil. Le déséquilibre de notre intestin va aussi beaucoup jouer. La dysbiose perturbe l'équilibre hormonal en venant saturer le foie. Alors, notre intestin, il héberge un microbiote. Microbiote, c'est les bonnes bactéries qui sont dans notre intestin et qui vivent en symbiose. La symbiose, ça veut dire que nous, on les héberge, on les nourrit, mais elles ont un bénéfice pour nous. On a un bénéfice à les héberger. C'est vraiment une symbiose. On fait quelque chose pour elles et elles font quelque chose pour nous. La dysbiose, c'est quand on héberge pas que des bonnes bactéries. Alors, on a toujours des bonnes bactéries, mais on a trop de mauvaises bactéries. Et ces mauvaises bactéries prennent le dessus. Et celles-ci ne sont pas symbiotiques. C'est pour ça qu'on passe de dysbiose et non pas de symbiose. Et ces mauvaises bactéries, elles génèrent beaucoup de toxiques. Ces toxiques, vous allez les absorber par votre intestin, comme vous absorbez les nutriments, et ça vient saturer votre foie. Et donc, si vous venez saturer votre foie par le déséquilibre de votre intestin, on revient dans la première situation où, du coup, votre foie, il n'arrive pas à tout faire. D'accord? Et quand il doit, en fin de cycle, la 4e semaine, il est censé éliminer les hormones pour les faire revenir à zéro, et cette période de fin de cycle, elle peut devenir compliquée. D'accord? Et en plus, pire, certaines bactéries, c'est très vicieux, certaines bactéries viennent déconstruire le travail de notre foie. C'est-à-dire que quand on élimine les oestrogènes, on peut les éliminer via la bile et les intestins. Les oestrogènes vont se retrouver dans l'intestin, mais désactivées. D'accord? Elles ont été désactivées, elles ont été neutralisées. Elles n'ont plus, elles existent, elles n'ont pas encore sorti du corps, mais elles n'ont plus d'impact oestrogénique, c'est-à-dire qu'elles ont été neutralisées, elles sont devenues neutres. Eh bien, certaines bactéries réactivent nos oestrogènes, ce qui fait qu'on les réabsorbe et on se remet une dose d'oestrogène via notre intestin. Ça, c'est vraiment des bactéries qui font des gros syndromes prémenstruels. On va y venir. Donc notre foie qui était déjà engorgé, vous imaginez qu'il est 2 fois plus engorgé par ces bactéries particulières qui en plus éliminent le travail du foie. Voilà. Et donc dans cette situation, on se retrouve dans ce qu'on appelle une hyperœstrogénie relative. Ça veut dire qu'on ne produit pas plus d'œstrogènes, mais comme on a du mal à les éliminer, et qu'on élimine bien la progestérone, parce qu'on doit éliminer œstrogène et progestérone, eh bien on élimine bien la progestérone, mais les œstrogènes, on a du mal à les éliminer. Donc ils baissent, mais ils baissent très très lentement. Et du coup, ils sont trop élevés par rapport à la progestérone qu'on a éliminée. Et on parle d'hyperœstrogénie relative. Ça veut dire qu'on a trop d'œstrogène par rapport à la progestérone. Et donc on va en venir au lien avec les troubles féminins et les solutions naturopathiques. Et on va commencer par le syndrome prémenstruel. Alors dans le syndrome prémenstruel, rapidement, j'ai mis vraiment les symptômes les plus courants, la rétention d'eau, le gonflement des seins qui sont douloureux, les troubles de l'humeur, la perturbation du sommeil, les diarrhées. Eh bien, tous ces symptômes sont vraiment liés à de l'hyperœstrogénie relative. Donc, quand on a dit ça, on comprend quelles sont les solutions. Les solutions, c'est d'alléger le travail de notre foie, et ça peut se faire en revoyant notre alimentation. Par exemple, les éléments de saturation les plus classiques, c'est le sucre. Trop de sucre. Allez, le sucre, on croit toujours que c'est le pancréas. Oui, le pancréas nous aide à gérer le sucre. Mais le fructose, par exemple, eh bien, c'est notre foie qui doit le gérer. Il n'est pas directement utilisé par notre organisme. Et le fructose, on le retrouve beaucoup dans les aliments industrialisés sous forme de sirop de glucose. Sirop de maïs, pardon. Ce sont des sucres cachés qu'on ne voit pas,
qui sont dans des aliments, on n'imagine même pas qu'il y a du sucre ou du fructose. Ça permet d'augmenter son appétence et l'envie que vous pouvez avoir de les consommer, alors que c'est pas fondamentalement super bon, mais ça vous donne envie de les consommer parce que on a mis du sirop de maïs qui est sucrant, mais qui vraiment conditionne des grosses perturbations de notre foie. Donc, les sucres cachés avec le sirop de maïs, par exemple, les additifs, les conservateurs. Là, il y a quelque chose que vous n'allez pas du tout aimer, mais je suis désolée, mais le chocolat est un gros saturateur hépatique. Et je vois Clara qui est désespérée. Mais oui, et j'imagine que vous êtes plusieurs. Je suis vraiment désolée de vous dire ça. Et c'est pareil pour le café, qui est un gros saturateur hépatique. Et dans une moindre mesure, le thé. Parce que la théine demande aussi un travail hépatique, même si le thé a d'autres vertus, et surtout le thé vert. Quand ils sont fortement chargés en théine, ils peuvent aussi être impactants. Alors, il y a des astuces, hein, dans les pays gros consommateurs de thé, souvent ils jettent la première infusion parce que la théine sort très vite. Donc, ils infusent quelques secondes, une dizaine, une vingtaine de secondes le thé, ils jettent et ils remettent de l'eau chaude. Comme ça, ils éliminent une grosse partie de la théine. Et puis, ils utilisent aussi plusieurs fois le thé. Ils vont faire une première infusion, mais quand ils se refont un thé dans la journée, ils réutilisent le même. Ils font une deuxième, puis une troisième infusion, alors qui doit être plus longue, bien sûr, mais qui continue à libérer des arômes, hein, des éléments gustativement intéressants, sans libérer de théine, puisque la théine est déjà partie. Et donc voilà, donc, il y a quand même des astuces. Trop de viande rouge aussi. Alors, la viande rouge n'est pas forcément interdite, mais elle est pro-inflammatoire. Et puis surtout, la viande rouge, ça peut être quand même, quand on a le foie saturé, un gros saturateur hépatique. Et donc, la stratégie, c'est pas forcément de se priver de viande rouge, hein. Aujourd'hui, je vais pas vous donner de dogme, mais par contre, peut-être que si vous avez un syndrome prémenstruel, ça peut être intéressant de limiter votre consommation et puis peut-être d'être un peu plus végétarien, un peu plus axé ou flexitarien avec du poisson, des œufs et beaucoup de végétaux et voilà, d'éléments de céréales et de végétaux sur la fin de votre cycle pour pas venir rajouter des choses impactantes. Voilà. Donc idéalement, enfin, c'est sûr, on se dirait l'idéal c'est d'avoir une alimentation parfaite, mais bon, est-ce que vraiment c'est une finalité? Attention, pas forcément. Le but c'est que vous trouviez votre équilibre, mais de se dire que bah, si on a un symptôme, on peut déjà enlever tout ça pendant un certain temps, rétablir son équilibre, et puis après, faire attention quand on est sur les fins de cycle pour pas venir en rajouter et pas venir impacter de façon supplémentaire notre foie. On voit que l'autre solution, ben, ça va être d'assainir notre intestin, puisqu'on a vu que l'intestin était très perturbateur du coup de notre foie. Donc assainir son intestin. Alors idéalement accompagné par un naturopathe parce que ça peut quand même être assez compliqué pour des gens qui ont des gros troubles, hein. Vous pouvez avoir des grosses dysbioses, vous pouvez avoir des candidoses aussi. Donc c'est des choses qu'il faut pas prendre à la légère, qui peuvent se prendre en charge voilà, sur un certain temps. C'est pas rapide, mais globalement je vais quand même vous donner des petites choses qui peuvent déjà vous aider à assainir votre intestin. C'est des aromates comme le thym, l'origan est très assainissant, le citron tout simplement, de prendre des jus de citron avec le repas pour assainir, pour faciliter la digestion, pour faciliter le travail de notre foie. Et aussi, ben, le citron c'est aussi un très bon antifongique, donc on va aider à nettoyer le foie si on le fait régulièrement. L'ail aussi, c'est un très bon assainissant. C'est puissant, c'est accessible, on peut le mettre dans l'alimentation et pour ce qui est du citron et du thym, le thym on peut très bien le faire en tisane, ça va être très efficace. Et puis si on veut être un peu plus pointu, on peut partir sur des cures d'extrait de pépins de pamplemousse, de la chlorophylle ou de la propolis, mais là il vaut mieux quand même vous faire accompagner. D'accord. On peut aussi avoir des manifestations comme des douleurs ou des spasmes. Je les ai mis à part parce que les douleurs et les spasmes, dans le type de manifestation de syndrome prémenstruel, c'est plutôt lié à des personnes qui sont stressées.
euh, il faut savoir que quand vous êtes stressé, vous consommez énormément de magnésium et de vitamines du groupe B. Or, le magnésium, il est aussi important pour l'équilibre calcium. On consomme du calcium et du magnésium d'ailleurs, pas que du magnésium, du calcium et du magnésium. Et le calcium et le magnésium sont aussi hyper importants pour l'activité musculaire et la contraction musculaire, mais aussi la relaxation musculaire. Et quand vous êtes très stressé, ben vous en consommez beaucoup et vous avez tendance à avoir les muscles qui se crispent, qui se figent. Et bien, dans le cadre du syndrome prémenstruel, comme votre utérus se contracte pour éliminer l'endomètre, et bien, ça peut causer des spasmes qui sont très douloureux et très forts parce que mal ajustés par notre corps, parce qu'il lui manque les outils du calcium et du magnésium pour avoir des spasmes qui sont à la hauteur de ce qui devrait être, c'est-à-dire léger, modéré, presque insignifiant. Voilà. Et donc, quand on a des spasmes extrêmement douloureux, on a souvent des profils de femmes très stressées et qui vont avoir euh, souvent un manque de magnésium en particulier. Là, je ne parle pas des douleurs liées à l'endométriose, on va y venir. Les douleurs de l'endométriose sont liées à un contexte encore différent. Donc la solution naturopathique, là, ça peut être bien sûr d'apprendre à gérer son stress globalement, peut-être d'éviter de se mettre des gros enjeux au moment où on sait qu'on va avoir ses règles, ce qui peut être différé ou organisé, ben vaut mieux l'organiser pour pas se mettre des gros stress à ce moment-là, parce que clairement ça va venir exacerber les douleurs. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des cycles où on a plus mal que d'autres. Ben, si vous faites attention, vous avez plus mal quand vous vivez des gros stress autour du moment des menstruations. Et puis ça peut être de se supplémenter effectivement en magnésium. Bien sûr, privilégier le magnésium naturel, c'est-à-dire soit l'eau de mer. L'eau de mer, l'intérêt, ce qu'on appelle le plasma marin. L'eau de mer, c'est intéressant parce que ça amène beaucoup de magnésium, mais surtout beaucoup d'autres oligo-éléments pour notre équilibre. C'est donc très intéressant. Ça apporte également... alors, il faut faire attention sur les personnes hypertendues, mais encore une fois, on a dit, vaut mieux vous faire accompagner. Je vous donne des pistes, mais globalement, l'eau de mer va être très complète et apporter du magnésium naturel. Le magnésium marin, sinon, qui peut être issu voilà, de différentes sources, peut être aussi un magnésium de qualité et relativement bien toléré par l'intestin. De toute façon, si votre intestin ne le tolère pas bien, réduisez la dose et surtout, bah, allez voir un naturopathe pour qu'il vous aide à travailler sur votre intestin parce que quand l'intestin va bien, il tolère le magnésium. S'il ne le tolère pas, c'est que déjà il va pas très bien. Voilà, on va passer à l'endométriose. Alors, aujourd'hui, l'endométriose, on estime que ça touche à peu près 10% de la population des femmes. Ça, ce sont des statistiques qui sont à peu près, dans les pays d'Europe, sont à peu près identiques pour tous les pays et qui ont été établies à partir de pays qui font de façon systématique des échographies de recherche d'endométriose et on sait bah, du coup il y a eu des détections importantes et on estime du coup on a estimé comme ça que bah, en fait 10% de la population est touchée. C'est beaucoup, hein, ça fait une femme sur 10. Alors plus ou moins touchée et puis parfois on a mal puis on ne sait pas que c'est de l'endométriose et on n'a pas assez mal pour que on fasse ou qu'on pense à faire une investigation. Mais pour autant, ça peut être lié à de l'endométriose. Il faut savoir que, alors maintenant, plus ça va, plus ça se détecte vite, mais il y a encore quelques années, on estimait que c'était détecté entre 5 et 10 ans après les premières manifestations. L'endométriose, elle était diagnostiquée 5 à 10 ans. Aujourd'hui, on est plutôt entre 3 et 5 ans. Parce qu'on en parle plus, qu'on connaît mieux et que on va plus vite rechercher des lésions d'endomètre. Maintenant, c'est pas toujours facile de les voir parce que ben, là où elles sont installées, elles sont pas toujours visibles sur les moyens d'observation médicale classique. Il y a quand même des fortes prédispositions génétiques. On estime que 50% sont liés à de la prédisposition génétique, mais pas de façon exclusive. Donc voilà pour
l'endométriose, enfin la description de l'endométriose. Donc l'endométriose, ce sont des- du tissu d'endomètre qui normalement se situe, donc là vous voyez c'est le trait rouge ici à l'intérieur de l'utérus, c'est votre endomètre. Et c'est sa place normale et il est éliminé au moment des menstruations. Et l'endométriose, c'est quand ce tissu d'endomètre migre et vient se déposer dans la cavité abdominale en dehors de l'utérus. Eh bien, on peut le retrouver au niveau de la vessie, on peut le retrouver sur le côlon, à l'extérieur de l'utérus, au niveau des ovaires. On peut le retrouver ici, entre le côlon et le vagin. Ça, c'est très douloureux parce que c'est une zone qui est très serrée et ça peut créer des douleurs à la défécation. Mais il faut savoir que l'endométriose, aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut en retrouver aussi au niveau des poumons, du cerveau, des yeux. Enfin, c'est vraiment pas limité à la cavité abdominale, même si c'est là qu'on le trouve de façon plus générale. D'accord? Alors, les douleurs sont liées au moment des menstruations, alors sont liées pendant le cycle, pendant la deuxième partie de cycle, au fait que ce tissu d'endomètre, c'est de l'endomètre. Donc il réagit comme ce qui est dans votre utérus. Ça veut dire qu'au moment, dans la deuxième partie de cycle, où les oestrogènes et la progestérone augmentent, eh bien ce tissu se développe comme s'il était dans l'utérus. Et au moment des menstruations, il saigne comme dans l'utérus. Et donc vous imaginez bien que cet endomètre qui grossit et ces saignements, qui se retrouvent là où ils ne devraient pas être, ça crée des douleurs. En plus, ces lésions peuvent être plus ou moins innervées. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui vont avoir très mal et d'autres moins. Et puis en fonction de là où c'est situé, ça peut comprimer les terminaisons nerveuses ou pas. D'accord? Donc ça explique vraiment beaucoup de symptômes autour de l'endométriose qui peuvent être spécifiques de la nature de vos lésions. Et les douleurs et l'intensité des douleurs sont dépendantes de ces lésions et de leur localisation. Elles sont aussi dépendantes de votre niveau d'inflammation. On va y venir. Là, je vous ai mis une autre diapo pour vraiment montrer qu'on peut le retrouver un petit peu partout. On a aussi l'adénomiose, c'est une variante de l'endométriose, mais je mets vraiment ça dans le même, dans le même sac. C'est qu'au lieu de se développer dans l'utérus, ça se développe dans la paroi de l'utérus. Et donc, c'est pareil, c'est pas une zone appropriée. Et souvent, ça donne des règles qui sont très abondantes. Voilà. Donc, des douleurs ou des règles très abondantes. Alors, quelles sont les solutions dans l'endométriose? Ça va être de gérer l'inflammation parce que plus vous êtes inflammé, alors le niveau d'œstrogène, tout ce qu'on a dit pour le syndrome prémenstruel reste valable pour l'endométriose parce que plus vous avez d'œstrogène, plus vous allez créer, stimuler les tissus et plus vous allez risquer d'avoir des saignements importants et plus vous générez globalement d'inflammation. Mais globalement, votre niveau d'inflammation est hyper important pour les douleurs d'endométriose. Donc c'est niveau d'inflammation et votre système immunitaire. Parce que ce tissu qui se développe là où il ne devrait pas être, il est censé être éliminé et géré par votre système immunitaire. Or, votre système immunitaire, si vous êtes carencé, il ne va pas être efficace. Si vous avez des pathologies comme on va dire une candidose, un Lyme ou des parasitoses, vous allez diminuer votre capacité immunitaire. Donc les carences, les parasitoses diverses et variées, les candidoses, et puis globalement, votre niveau inflammatoire. Et le niveau inflammatoire est très dépendant de votre alimentation. Vous pouvez avoir une alimentation pro-inflammatoire où vous mangez beaucoup de sucre raffiné, beaucoup de viande, beaucoup d'oméga 6 dans votre alimentation, donc beaucoup de pro-inflammation. Et si à côté vous avez très peu d'anti-inflammatoires, donc les légumes avec tous les antioxydants qui sont contenus dedans, les bonnes huiles avec les oméga 3, donc c'est l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de chanvre, excellente, ou des poissons gras, vous n'avez pas les outils pour gérer l'inflammation.
Et donc, tout va être exacerbé. C'est-à-dire que à partir du moment où vous n'arrivez pas à gérer votre inflammation, les lésions vont être exacerbées, l'inflammation qu'elle génère est exacerbée, et vous augmentez globalement les douleurs de l'endométriose. Donc, dans l'endométriose, il y a deux gros facteurs. L'inflammation, donc l'inflammation est très dépendante de votre alimentation et de votre hygiène de vie, et l'immunité, qui est dépendant également de vos carences et de votre intestin. Parce qu'une grande partie de votre immunité dépend de l'équilibre de votre intestin et de votre flore intestinale. Donc on en revient à ce dont on parlait tout à l'heure, l'intestin et la qualité de notre microbiote. Trop Donc voilà. bien. Marie-Caroline, il est 52, donc Oui, si on veut avoir la alors chance de prendre oui, quelques petites j'allais questions. finir, tout à fait. J'allais finir en disant simplement que donc pour le syndrome prémenstruel, pour le syndrome des ovaires polykystiques, on est vraiment dans le même type de démarche avec le stress et les dysbioses, avec beaucoup de candidose sur les ovaires polykystiques et des saturations du foie, et beaucoup de stress. Et en conclusion, vraiment pour tous ces facteurs que vous avez, pour tous ces désagréments que vous avez, eh bien les règles à faire, à avoir, c'est de prendre soin de son foie, de son intestin, combler les carences, gérer son inflammation, gérer son immunité et surtout, toujours penser à agir en santé globale. Voilà, Clara, j'ai fini. Merci. J'espère que ça vous a intéressé et je pense que tu dois avoir des questions. Oui, on en a effectivement quelques-unes. Alors, peut-être la première, mais qui va regrouper plusieurs qu'on nous a posées, c'est enfin, comment savoir si on est en dysbiose? Est-ce qu'il y a des examens sanguins à faire? Alors, bien sûr, toujours avec le médecin traitant, mais globalement, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est en Oui, dysbiose? non, c'est assez facile. Si déjà si vous avez des douleurs, si vous avez pas une selle par jour régulière, bien moulée. Alors, on peut avoir une selle par jour régulière, bien moulée, qui colle pas, qui flotte pas, tout va bien, vraiment. Je suis désolée, hein, en naturopathie on parle beaucoup de ça, mais c'est quand même, si on veut savoir comment ça se passe à l'intérieur, il faut bien regarder ce qui sort. Ça peut être bien, mais qu'on ait beaucoup de ballonnement. Bah, si on a beaucoup de ballonnement, c'est un symptôme qui dit qu'on est en dysbiose. Si on a des diarrhées, si on est constipé, si on a mal au ventre, tout ça, c'est des symptômes. Si on a la langue chargée, ça c'est le foie, mais souvent le foie est chargé parce que l'intestin n'est pas équilibré. Mais voilà les gros symptômes des dysbioses. Très bien, merci. On a une question de Julie aussi qui demande comment soulager des règles très abondantes dans le cadre de la préménopause. Alors vraiment, quand on fait de l'hygiène de vie globale, ça gère vraiment le flux. Donc il n'y a pas une méthode, c'est vraiment d'agir globalement sur son hygiène de vie. Quand on agit globalement sur son hygiène de vie, on voit le flux qui se normalise. Très cool. On a une autre question aussi, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, alors c'est quand même assez spécifique, donc peut-être si tu peux apporter une réponse générale, mais on Mhm. a May qui nous demande de parler des fibromes utérins. Ouais, alors pareil, on va dire que les conseils que j'ai donnés peuvent aussi répondre aux fibromes utérins parce que les fibromes utérins correspondent aussi à un dérèglement hormonal et qui est un dérèglement hormonal qui est toujours lié aux mêmes causes. C'est pas notre corps qui se dérègle dans sa production, c'est globalement dans notre capacité à gérer ses hormones. Et donc, si vous prenez en compte ce qu'on a dit sur le syndrome prémenstruel, ça marchera aussi sur les fibromes utérins. Mhm. Et on a pas, enfin, on a une autre question sur la ménopause, mais du coup, idem, comme, Alors sur la ménopause, du coup, euh, j'en ai pas du tout parlé parce que vraiment, pour le coup, on est dans un sujet qui est très différent. Et dans nos formations qu'on propose, hein, grand public, on a vraiment des séquences qui sont vraiment dédiées aux problématiques de la ménopause de façon spécifique. Donc, faut pas hésiter à aller voir parce que vraiment, c'est un sujet en soi. On peut faire une conférence que sur la ménopause. Ouais, c'est sûr. On a Muriel qui demande comment prendre du magnésium, pardon, peut-on prendre du magnésium quotidiennement ou par cure et à quelle fréquence? Ouais.
Alors, encore une fois, ça, c'est vraiment très spécifique de chacun. Il y a des profils qui manquent tout le temps de magnésium, et c'est des profils génétiques, encore une fois, où il y a beaucoup d'élimination de magnésium au niveau rénal, hein, et une difficulté de la rétention. Et du coup, ben, ces personnes-là vont, pour être bien, vont presque devoir en prendre quotidiennement. Et puis, quand globalement on manque de magnésium, mais parce que vraiment on a tiré sur la corde, dans ce cas-là, il faut faire des cures. Mais ce que je conseille, quand on s'est vraiment vidé, c'est pas des cures de 15 jours, c'est des cures de 3 mois. Il faut faire une vraie recharge. Dans des études qui ont été menées, on voit que quand on s'est vraiment, vraiment déchargé en magnésium, on voit des améliorations de notre état jusqu'à 6 mois de cure. Au-delà de 6 mois, ça plafonne. Et maintenant, ça dépend de à quel point vous vous êtes dévitalisé, à quel point vous avez tiré sur vos ressources. Je Hmm. dirais en tout cas, c'est pas 15 jours, on est plutôt sur des cures de 2-3 mois qui, sur des grosses fragilités, des grosses, grosses fatigues, peuvent aller jusqu'à 6 mois. Très bien. Pour rester dans les compléments alimentaires, on a Blandine qui demande si tu recommandes l'huile d'onagre pour soulager le SPM. Alors, l'huile d'onax, c'est plutôt pour la ménopause, hein. C'est pas, pour moi, c'est vraiment, vraiment pas je le préconise pas dans le SPM, non. Je le préconise pour la ménopause. Super. Une autre question de Cindy, et ce sera peut-être la dernière si on veut clôturer à temps, qui demande, vous avez dit que le chocolat faisait partie des saturateurs hépatiques comme le café. Est-ce que vous pouvez développer le chocolat noir l'est-il également, minimum 70% de cacao? Surtout, ouais, ouais, c'est surtout, surtout, surtout le chocolat noir, malheureusement. C'est celui qui contient le moins de sucre, le moins de lait. Donc, on va dire que c'est mieux pour les diabétiques ou les gens qui ont du mal avec leur glycémie. Sauf que plus il y a de cacao et plus il y a de théobromine. Or, c'est la théobromine qui est difficile à éliminer par le foie. Ouais, c'est elle Hmm, qui est la plus impactante. Donc, il n'y a pas un bon chocolat. C'est la dose. Donc, il vaut mieux un chocolat noir bio, voire cru, pas torréfié, ça c'est l'idéal, et en petite quantité de temps en temps, comme ça, pour le plaisir, mais vraiment pas comme quelque chose qu'on va manger quotidiennement. Ça, c'est pas une bonne idée. La ça demi-tablette marche. le soir, c'est à proscrire. Voilà. Dommage. Voilà. Super. Est-ce que tu veux dire un mot sur Isupnat à nouveau? Oui, alors je vais juste vous montrer un petit peu ce qu'on propose parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. Sachez juste que là, ce week-end, samedi, pour ceux qui voudraient faire de la contraception naturelle, on a une initiation à la symptothermie. C'est vraiment quelque chose qui est reconnu, qui est validé, qui est adopté par en Suisse par des associations d'infirmières et de sages-femmes. Donc si vous avez envie de découvrir que vous avez des difficultés avec les hormones de synthèse, que vous ne les supportez pas et que vous voulez comprendre comment faire de la contraception naturelle, ben, je vous invite à vous inscrire. Pareil, ça peut aussi vous aider pour la fertilité. Savoir détecter le moment de l'ovulation, ça peut vous permettre aussi d'améliorer votre fertilité si vous cherchez à faire un bébé. Et puis pour toutes les autres questions sur l'endométriose, on va avoir très bientôt, on a eu une conférence expert de 2 heures sur l'endométriose. Donc ceux qui sont plus touchés par cette problématique et qui voudraient aller plus loin, que ce soit à titre privé ou les professionnels si certains se sont inscrits, n'hésitez pas, elle va bientôt être disponible en replay. Et le parcours complet en naturopathie féminine, vous allez avoir 10 modules sur 10 thèmes qui vont vous permettre, dont le thème du coup de la ménopause. Donc n'hésitez pas, on a un nouveau cycle qui commence. La partie e-learning est disponible de suite et le nouveau cycle de masterclass commence en juillet. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, ce qui vous permet d'avoir en direct notre formatrice pour lui poser vos questions. Voilà. Génial. Et puis je vous mets juste voilà, notre site formation compétences.isupnat-naturopathie.fr si vous voulez voir plus d'informations sur ces conférences et ces formations. Et pour vous y inscrire, voilà, n'hésitez pas. Super. Je vais peut-être vous remettre le Merci. lien dans le chat ou alors peut-être que tu l'as pour Ah, celles. je peux le copier du coup, moi, de mon... Oui. Alors attendez, je vais y arriver. Tac. Comme ça, vous l'avez en direct sous les yeux. Ah, super. On y Et est. donc,
Vous pouvez nous contacter aussi, hein. Vous avez toutes nos coordonnées sur le site, hein. Le numéro de téléphone est sur le site, l'adresse de contact si vous avez envie d'en savoir plus et de poser nos questions à notre conseillère en formation, que ce soit pour du pro ou du grand public. Elle est disponible et à votre écoute, donc n'hésitez pas. Voilà. Vous pouvez aussi Super, nous retrouver sur les réseaux sociaux euh, qui sont cités, Instagram, Facebook, LinkedIn. N'hésitez pas pour suivre nos actualités à vous inscrire. carrément. On va suivre ça de près. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous pour cette fin de journée avec Isubnat et Médecine. J'étais ravie de vous avoir. Merci beaucoup Marie-Caroline. On a plein Un de plaisir super à nous. commentaires sur la présentation, donc je pense que ça a beaucoup beaucoup plu. En tout cas, voilà, merci à tous. Et puis bah bon début de soirée. Et puis à très Merci. vite. Merci à tous. Merci. Au revoir à tous. Merci Clara.